Voglio qua, guarda! Après plus de 18 mois sur les routes, Alexandre et Sonia sont enfin arrivés au cœur de l'Afrique de l'Est, l'Afrique des volcans et des splendeurs animales. Ils ont vécu plusieurs jours au rythme d'une tribu de pasteurs nomades chez les Farouches Barbaïg. Pour célébrer leur 7000e kilomètre, nos deux marcheurs ont fait l'ascension du Kilimandjaro. Ils sont maintenant à mi-parcours et il leur reste encore 5 pays à traverser. On a bel et bien repris la marche et cette fois-ci au fond du rift. Là, nous marchons entre le lac Manyara et le lac Natron, en plein cœur du pays Maasai. Nous nous dirigeons vers le volcan actif Oldonyo Lengai, qui est leur montagne sacrée. Et on a de la chance, on est en plein hiver. Une rencontre faite en chemin, deux petits moranes qui vivent exilés de leur tribu, leur Manyata. C'est pour ça qu'ils ont le visage peint en blanc. Ça fait partie de la cérémonie initiatique. Après leur circoncision, ils s'isolent pendant 3 à 6 mois dans le bush où ils doivent vivre tout seuls, se débrouiller, loin du clan, loin de la tribu, loin de la Manyata. Alors là, apparemment, ils avaient très soif parce qu'ils se sont précipités vers nous pour nous demander à boire. On s'est sacrifié de ce qui nous restait d'eau. J'espère qu'on ne va pas en avoir trop besoin pour les désoiffer. Voilà, on est arrivé au sommet de l'Oldonyo Lengai, sur la Lune, à 2878 mètres d'altitude, après 6 heures d'effort et d'ascension cette nuit, entre 8 h et 2 h du matin. Très éprouvant, très vertical, mais ça valait le coup parce que là maintenant, lever du soleil, l'aube. Le Lengai est le seul volcan actif de la région. Les anciens croyaient qu'il était recouvert de neige car il crache une lave unique au monde qui blanchit en se refroidissant. C'est la carbonatite. En fusion à 500 degrés, elle ressemble à de la boue. Elle n'est pas rouge comme les autres laves car elle ne contient pas de silice. On va toaster un petit pain là. Oh. Allez, on fait l'autre côté maintenant. Je me tosse la gueule en même temps. Hop là.
Et voilà, nous obtenons donc un toast des deux côtés, juste bon, prêt pour la consommation. Il n'y a pas trop le goût de soufre? Bah non, ça va. C'est très très bon. Eh, Chui. Chui, chui. Siom kumbwa, mtoto Chui. Sio mtoto. Sio mtoto. Hapana mtoto. Hapana kubwa. Ni kubwa. Mtui, notre guide Maasai, nous emmène jusqu'au sommet. Pour lui, ce volcan est sacré car c'est la demeure du dieu Enkai, le dieu créateur qui a donné au peuple Maasai tout le bétail du monde. Le paysage extraordinaire de tous ces volcans. Ce cratère de la Lune. Cratère de la Lune. On a marché sur la Lune. Les Maasai admirent et craignent cette montagne. La colère de leur dieu peut être redoutable. La dernière éruption en 1966 a recouvert toute la région de cendres empoisonnées et a décimé des dizaines de villages Maasai avec leurs troupeaux. Depuis, le fond du cratère s'est rempli d'un bouchon de lave de 150 mètres d'épaisseur qui peut exploser à tout moment. On est avec Messiar, qui est là, Messiar, et qui nous accompagne pour marcher le long du lac Natron, parce que c'est très très long, on ne connaît pas très bien le chemin et il y a des lions apparemment, c'est pas une légende. Il vaut mieux dormir dans des baumas. Donc il vaut mieux dormir entouré de baumas avec des épineux. Oui, c'est pour ça que le soir il faut tendre l'oreille et on entend les clochettes des troupeaux qui convergent vers les baumas et c'est comme ça qu'on trouve les baumas dans la brousse parce que ça n'est qu'un petit tas de buissons à peine indifférenciés du reste des buissons. C'est assez difficilement identifiable. Voilà, on a dormi là dans la Boma et toute la nuit, ce sont les petites chèvres là-bas qui nous ont empêchés de dormir en faisant bé, bé. Et les galops de zèbres qui passaient à côté. Il y avait des zèbres qui étaient juste là, qui broutaient. Ils se rapprochent des maniatas la nuit parce qu'ils savent que les lions n'aiment pas trop les Maasai. Donc ils savent qu'ils sont en sécurité près des maniatas. Oh, notre ami, notre hôte va nous suivre aussi. Dès que quelqu'un sait que quelqu'un voyage dans la direction, il se groupe. Tout le monde se groupe, il y a des petites caravanes qui se créent comme ça, spontanément. Tuende, Messial? Tuende? Dishi. Tuende. Goda, dishi. Tulle.
Alors là, on est dans le fond d'une gorge où il y a eu de l'eau et on arrive et on dit il n'y a pas d'eau. Et les Maasai nous disent si, il y a de l'eau, tu vas voir, on va creuser et on va trouver de l'eau. Majinzuri? Yes. Apa nama Gadi? Ah. C'est juste marron quoi, mais... Il y a les guêpes qui ont senti l'eau, hein. Puis toujours des gens remplissent de l'eau, sortis de lits de rivière à sec, dans des outres, des guerbas en cuir, pas en plastique. Et ça va être notre lot les mois à venir. Elle est douce, elle est filtrée par des sédiments volcaniques. C'est de la volvique. On veut un peu? Comme elle est bonne. C'est la vie. On est arrivé de nuit dans ce village Maasai après 50 km de marche forcée. Mechiar, notre guide, avait peur de dormir en pleine brousse, avec les lions qui rôdent autour. On a passé la frontière kenyane sans s'en rendre compte. On est donc clandestin, mais heureux. Quelle gentillesse. Alors pour ça, évidemment, le mieux c'est d'arriver à pied. Le mieux c'est encore d'arriver de nuit. Ouais. De nuit. Affamé. Affamé. Effondré. Exténué. Après 50 km. Assoiffé. Là, l'hospitalité se déclenche naturellement. Plus naturellement, dirons-nous. Quand on arrive, évidemment, en 4x4 climatisé, tout frais débarqué de l'hôtel. Là, évidemment, avec les Maasai, la relation est un peu plus difficile. Nous continuons notre route vers le nord et c'est maintenant John Masikonte, un jeune guerrier Maasai, qui nous accompagne pendant 7 jours pour assurer notre protection. How many animals did you kill with this spear? I killed 4 elephants. 4 elephants. 4 éléphants. I killed 3 lions. 3 lions, 3 lions. 3 cheetahs. 3 guépards. Wild beasts are not countable because in the season of dry season, I killed very many wild beasts. On compte pas les gnous parce qu'il y en a trop. I killed almost 12 buffaloes. 12 buffles. So I'm a hero in the village because of this spear. Really? Yeah. And why do you kill these animals? Yeah, it's just in dangerous time because elephants are just coming to kill animals. Yeah. My cows, and these lions wanted to attack us. To the lion like this, then he missed the lion, and the lion jumped to him. Après ces exploits guerriers, John me raconte comment baptiser une lance Maasai. If you bought a spear from the shop or from the sellers, Brand new. yeah, brand new, you come first and sharpen with a flat file. You sharpen both sides like this, both sides until the sharp place. You then get blessed by the old men, 2 or 3. After being blessed, they told you this spear is an weapon in the community. So you should use this spear to protect the community. Till the time you are blessed, you are not allowed to put this spear inside the house, not unless you have killed something. There must have been blood on it. There must be blood on it so that it can keep on the house, so that if you rest, you just put it, lie down. But before you kill anything, you don't put it down, you just hook it like that, but outside the house. So you can be protected even by rungu, by stone, or by spear, or by the sword. The sword is here. And what happened if the guy ran away?
If the guy ran away from the lion, we believe in the Maasai community that guy is useless. He can't protect animal, he can't protect the community, so we just kill him. You kill this guy? Yeah, we kill if somebody runs away from the lion. Shoo. So it's better to be courageous. Yeah. Always we believe that if you wait a lion, you better be injured rather than running away. On se repose, on regarde les vaches passer. Il n'y a pas d'arbre d'ombrage pour le pique-nique, mais bon. Aujourd'hui au menu, eh bien, c'est du poisson-chat séché. Poisson-chat séché. En fait, c'est du dipneus. C'est un poisson qui vit quand l'eau s'est évaporée des lacs. Ça vit dans la vase et ça reste jusqu'à la saison des pluies suivantes. Alors c'est fumé. C'est un peu rude, mais ça a le goût de... Ça a le goût de poisson fumé, c'est très bon en fait. Mais les Maasai n'en mangent pas. You want samaki? Non. Il n'aime pas le poisson. Les Maasai vivent en relative harmonie avec la faune africaine. Mais le Kenya connaît aujourd'hui une explosion démographique qui empiète sur le territoire des éléphants et coupe leurs grandes routes migratoires. Un réseau de braconniers très bien organisé alimente en viande de brousse la capitale. Beaucoup de jeunes animaux sauvages se retrouvent donc orphelins. Près de Nairobi, on a justement découvert l'orphelinat pour éléphanto de Daphné Sheldrick. Ils ont en ce moment une petite dizaine de pensionnaires. Ils ont été abandonnés ou ils ont perdu leur mère, abattus dans des vergers, et certains ont été retrouvés coincés dans des collets pour antilopes. Ils s'appellent Thomas, Boura, Solango ou Soslan et adorent leur lait survitaminé dont la formule a nécessité 28 ans de mise au point. Thomas, non, don't push. Thomas, don't push. Wendy, par exemple, est née il y a seulement une semaine. Elle a été retrouvée toute seule, embourbée dans la jungle. She needs milk. She will just come to the blanket. That's the time he feels that he just under his mother. Elle a une terrible dysenterie car elle n'a pas reçu assez de lait de sa maman et n'a pas suffisamment d'anticorps. Un jouet là. On a un joujou. Alors on ne sait pas très bien comment elle a pu être abandonnée, mais il est possible, Jill pense que quand il y a des jumeaux, c'est la jumelle faible qui a dû être abandonnée par la maman, parce qu'en ce moment, avec tout le stress que les mamans éléphants ont, elle n'a pas assez d'énergie, de force et de lait pour allaiter les deux bébés. Donc c'est peut-être ça, ce qui est arrivé à ce petit bébé. Depuis Nairobi, nous faisons une digression vers l'Ouganda et le parc de Bwindi, une jungle impénétrable, dernier refuge des gorilles de montagne.
Après plus de 7000 km dans les pas de l'homme, on s'est dit qu'on irait bien marcher dans les pas de nos cousins éloignés, les gorilles. Les gorilles ont eu la mauvaise idée de se réfugier dans une zone frontalière disputée par 3 pays, l'Ouganda, le Rwanda et le Zaïre. En 1999, 8 touristes se sont ici fait découper à la machette. Depuis, évidemment, les rares visites se font sous escorte militaire. On n'est jamais sûr de voir des gorilles. Ils se déplacent par petits groupes et n'empruntent pas toujours les mêmes itinéraires. Une fois repérés, on a le droit de les observer pendant 1 heure seulement, afin de ne pas trop les perturber. Le travail des rangers consiste à habituer les gorilles à la présence humaine. Les visites quotidiennes leur permettent de suivre l'évolution de chaque individu, de leur état de santé à leur moindre petit changement d'humeur. Chaque groupe est constitué autour d'un mâle dominant appelé le silverback. Il peut avoir sous son autorité plusieurs femelles qu'il conquiert lors de combats acharnés contre d'autres rivaux. Ces gorilles sont exclusivement végétariens. Ils doivent ingurgiter d'énormes quantités de végétaux qu'ils passent ensuite toute la journée à digérer. C'est ce qui explique leur ventre très ballonné. Cette espèce est aujourd'hui au bord de l'extinction. À Bwindi, les mesures de protection draconiennes mises en place depuis 5 ans ont permis à ces gorilles de pouvoir à nouveau se reproduire en paix. On compte aujourd'hui dans ce parc national 300 individus, soit la moitié de la population mondiale. Oh là 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 là.
Nous reprenons la marche là où nous l'avions laissée, sur l'escarpement de Mao, au-dessus du lac Naivasha. Ben voilà, n'oubliez jamais qu'après chaque prise de vue, eh bien, je suis obligé de venir éteindre Monsieur Retardateur. Et qu'après 20 km dans les pattes, c'est pas forcément évident de remonter une pente. Ben voilà, d'après les indications de la carte et de mon géopodomètre à positionnement satellito-nucléaire, on devrait être à quelques encablures, à quelques pas de l'équateur. En quittant le cap de Bonne-Espérance au point le plus austral de l'Afrique du Sud, déjà c'était un premier pas qu'on faisait. Ensuite on a passé le tropique du Capricorne dans le même pays en Afrique du Sud. Et bien là, l'équateur va nous faire passer dans l'hémisphère nord. Bah vous fêtez ça alors? Ouais, je crois qu'on va fêter ça. Ah, on est dans l'hémisphère nord. Aïe, 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 aïe. allez, on repart. Allez, salut l'équateur. Salut l'équateur. Juste là. Et 10 mètres après l'équateur. 15 mètres après l'équateur. 30 mètres après l'équateur. Voilà. Un jour peut-être on pourra dire 7000 km après l'équateur. Et je crois qu'on devrait être en train d'arriver. 7005 peut-être. Dans le prochain épisode, nos deux marcheurs découvrent le lac Bogoria et ses magnifiques flamants roses. Mais le Kenya, c'est aussi des contrées au climat désertique, où les guerres tribales font rage. Alexandre et Sonia vont devoir traverser une véritable vallée de la mort, la vallée de Suguta. Aku